Le retour de cette section Who's the Best. Oh là, ça faisait longtemps que je faisais plus de sujets de foot là. Depuis là, je suis revenu un peu avec quelques sujets foot là. Et là, l'inspiration foot encore revient doucement. Dans ce nouveau sujet Patreon un peu que je suis en train de faire là. Qui sont les meilleurs joueurs anglais après avoir fait pour l'Allemagne, après avoir fait l'Italie, je pense, après avoir fait pour la France, après avoir fait pour les Pays-Bas, après avoir fait pour l'Argentine. Je vais faire maintenant pour l'Angleterre, le pays qui a inventé ce sport qu'est le football, le pays qui nous a sorti aussi des très grands joueurs dans son histoire. C'est-à-dire l'Angleterre, c'est un grand pays de football, c'est les gens qui l'ont inventé ce sport-là. C'est des grandes équipes de football. C'est vrai que dans mon Jedi Nation Football Club, je les ai pas placés un peu dans le conseil des trucs, je ne sais pas, parce que eux, je n'arrive, c'est souvent terrible avec l'Angleterre. Ils ont inventé le football, c'est une grande nation de football, mais il y a quelque chose un peu, parce que comme moi, je valorise beaucoup les équipes nationales. Et là, les équipes nationales, c'est un peu famélique, un peu en termes de palmarès. Vous vous rendez compte que la France a un plus grand palmarès sur le plan international que l'Angleterre. C'est assez fou ça. L'Angleterre, si je me trompe pas, l'Angleterre n'a qu'une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde et c'est tout. Si je me trompe pas, en équipe nationale, j'essaie encore de partir taper là. Angleterre foot, palmarès. L'équipe d'Angleterre, c'est minimum, si je me trompe pas, attention, une Coupe du Monde. C'est tout. Une fucking Coupe du Monde. Voilà la seule compétition internationale que l'Angleterre est occupée. Et pourtant, comme je dis toujours, en club, bon, ça c'est autre chose. En club, il y a des victoires en Ligue des Champions, des victoires l'Angleterre et le championnat même anglais, le championnat qui domine un peu le football mondial, le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat anglais surtout, économiquement et tout. L'émergence du championnat anglais qui est venu un peu dans les années 2000. Oui, le championnat anglais dans les années 90, 80 et tout. On n'a pas oublié le Liverpool des années 80, etc. Mais là où le boom de l'Angleterre vient, c'est avec la Première Ligue. Et quand la Première Ligue, surtout dans les années 2000, c'est là où l'Angleterre a vraiment pris son envol, quoi. Et force est de constater qu'en équipe nationale, c'est un peu particulier. Les gars n'ont pas un gros palmarès, ils ont que la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça souvent que quand je l'ai placé, bon, c'est un peu la même catégorie un peu que les Pays-Bas et tout. C'est quand je l'ai placé, je savais pas où les placer. Quand j'avais fait mon Jedi Nice, je savais pas où les placer. J'ai même carrément oublié ces gars-là. Bref, autant dire aujourd'hui qu'on va passer un peu en revue un peu les joueurs incroyables un peu qu'il y a eu là dans ce pays par rapport à ce que j'ai vu, de ce que j'ai un peu lu et fait mes recherches un peu à l'époque où je m'intéressais plus ou moins un peu à l'histoire du foot de ce pays, les joueurs qui ont été marquants, les joueurs qui m'ont le plus marqué aussi personnellement et tout. Ça va être très subjectif. Je ne pense pas avoir la science infuse, je ne pense pas que tel gars que je vais citer et tout, c'est vraiment un classement. Pas forcément un classement, mais une vision un peu subjective, un peu de l'impact de certains joueurs, de comment ils ont marqué l'histoire de leur pays dans ce sport-là. Et voilà, c'est vraiment subjectif qu'on va commencer là. Et premier nom que je vais commencer parmi les joueurs
importants de l'histoire du foot anglais, je vais commencer par le ballon d'or, Kevin Keegan. Je crois double ballon d'or. Kevin Keegan est, je crois qu'on l'appelait Mighty Mouse, je ne me rappelle pas. C'est un peu son surnom. Est un immense joueur du championnat anglais et un immense joueur anglais de son époque. Souvent, je dis souvent que le problème un peu avec Kevin Keegan, c'est que Kevin Keegan, quand il a commencé à briller, il n'a pas brillé, l'équipe d'Angleterre ne brillait pas sur le plan international dans les années 80, si je me trompe pas. Et c'est ça un peu qui est un peu triste un peu avec sa période, mais c'est un grand joueur de Liverpool et aussi parmi un des grands joueurs anglais qui ont réussi à briller à l'extérieur, genre Hambourg. Je pense que le Hambourg qui gagne la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, il est là ou il est pas là. Je pense que le Hambourg qui gagne la Ligue des Champions, Kevin Keegan est là. C'est un grand joueur, hein, Kevin Keegan, un peu. Si vous voulez, un peu pour les générations un peu avant et tout. Kevin Keegan était un peu le mec, comment dire, il était un peu un sorte de Michael Owen, quelqu'un qui est une légende de Liverpool, mais comme il est parti aussi très truc, il est parti à Hambourg très après et tout, il a fait aussi des grandes saisons là-bas à Hambourg. Kevin Keegan a gagné énormément de trucs, hein, là, un palmarès incroyable, hein, une Ligue des Champions avec Liverpool, 2 coupes de l'UEFA, 3 titres nationaux avec Liverpool aussi, un titre de Bundesliga avec un truc. Il a amené même aussi la Coupe d'Europe aussi en tant que finaliste contre, si je me trompe pas, la finale c'était contre Nottingham Forest Hambourg. C'est un grand joueur de trucs. On a un peu oublié, l'histoire a un peu oublié ce gars-là, parce que comme d'habitude, c'est les victoires en équipe nationale un peu fait oublier un peu les grands joueurs qu'il a été. Moi, je l'ai connu. Moi, la première fois que j'entends Kevin Keegan, c'est en tant que coach. Quand il était coach de Newcastle, il dit le coach de Newcastle et autres et tout. Après, mon père m'avait dit tu sais que le gars là, c'était un grand joueur. J'ai dit quoi? Le coach de Newcastle là? Oui. C'était un très très grand joueur à son époque et tout. C'est mon père même qui m'avait raconté ça à l'époque. Quand je regardais quand il était coach de Newcastle là, le truc. Quand il était coach de Manchester City, si je me souviens bien. Quand à cette époque-là, il me disait que c'était un très grand joueur de son époque. Et tout. Je le regardais comme ça, je pourrais pas imaginer ça après. Des années après, quand il y avait l'arrivée de YouTube, des vidéos, des trucs et tout, je regardais et dit wow, je savais pas qu'il était bon comme ça. Je savais pas qu'il était bon comme ça. C'est un des premiers joueurs du passé anglais que je me suis intéressé. Kevin Keegan et tout, juste parce que mon père m'en parlait tout le temps. Il disait que c'était un très très grand joueur à son époque. Mon père m'en parlait. Le football du passé, c'est beaucoup mon père qui m'a inculqué ça. God bless him, mais c'est vraiment lui qui m'a inculqué un peu les trucs là. Si je connais certaines choses, c'est parce que mon père me disait souvent vache, va voir, c'était un grand joueur de l'époque. Il a cassé cette vidéo aussi. Hein. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les net comme avant. Le Kevin Keegan, voilà, grand joueur de son époque et tout. Après, je pourrais citer qui encore par rapport à ça. Personnellement, j'ai envie de parler. Ce n'est pas. C'est vraiment un choix personnel. C'est vraiment un choix personnel. C'est pas un choix qui se base sur l'objectivité, mais le choix subjectivement, c'est complètement subjectif. Ce que je fais là. Owen Hargreaves. Vous allez me dire, oh merde, comment tu mets Owen Hargreaves parmi les meilleurs joueurs anglais de l'histoire et autres. C'est pas que je le mets parmi les plus grands joueurs anglais de l'histoire. C'est que il fut pendant une époque un de mes joueurs anglais préférés. Je vais même dire ça aux gens là. S'il n'y a pas sa blessure là, et s'il ne joue pas en Allemagne, parce que c'est ça qu'il a payé, le fait qu'il joue au Bayern là.
Pour moi, Owen Hargreaves, c'est plus grand que Steven Gerrard et Lampard. J'ose le dire. Si il n'y a pas sa blessure et tout, et qui ne joue pas au Bayern. Parce que Owen Hargreaves, c'était un immense joueur. Avant sa blessure. Ce mec-là, je pourrais jamais oublier la saison 2001 où il a juste 20 ans là. Et il est un des métronomes avec Effenberg du milieu de terrain du Bayern et tout. Et il est un des grands artisans de la victoire du Bayern en Ligue des Champions cette année-là. Il avait juste 20 ans. Il m'épatait ce mec-là. Je me rappelle les matchs contre le Real Madrid, les grands matchs de cette édition-là. Et Owen Hargreaves, pour moi, c'était un prodige, le gars. Beaucoup plus. On parle de Lampard, on parle de Gerrard, mais celui-là, je pense qu'il était même plus talentueux que les deux là. Le seul problème qu'il a eu, c'est, si je me trompe pas, c'est sa blessure là. Tout même quand il arrive à Manchester là, il est immensement important dans le Manchester là qui gagne la Ligue des Champions en 2008. De sa blessure là, qui est arrivée à l'âge de 27 ans là, a fait que bon, plus ou moins on l'a oublié, et aussi le fait qu'il n'ait pas eu sa formation en Angleterre. Il a eu sa formation en Allemagne, mais il fut parti du jeu. Ça c'est vraiment un choix personnel. Hein. C'est complètement subjectif sur le temps et j'assume complètement, mais ça c'est un des joueurs anglais qui m'a le plus marqué. Owen Hargreaves, il était trop beau à avoir joué. Trop beau à avoir joué, hyper intelligent, hyper classe, fait toujours le geste juste. Et franchement, c'était beaucoup plus beau à voir jouer Owen Hargreaves que regarder Gerrard et Lampard. Et souvent, il a même souffert même un peu de ça parce que en équipe nationale, tu joues plus ou moins remplaçant parce que bon, lui, il venait du Bayern alors que les autres c'était un peu les gars du cru quoi. Et je comprends un peu comment sociologiquement un peu dans le foot anglais ils privilégient toujours ceux qui sont formés au cru que par rapport à ceux qui sont formés un peu ailleurs, parce que c'est ça un peu que Owen Hargreaves a souffert, le fait qu'il soit formé au Bayern et la blessure qu'il a eu. Mais ça fut un incroyable joueur de football. Il a un beau palmarès, regardez même son palmarès, hein. Un très beau palmarès même. Je crois qu'il a gagné 2 Ligues des Champions, des titres avec le Bayern énorme, des trucs. Le truc là-bas, on aurait un autre regard s'il n'avait pas eu sa blessure. Ça, c'est les connaisseurs de foot, ils savent qui était ce mec-là. Ils savent vraiment. Il y a même cet article-là que je vois sorti là, de Curious Case par Owen Hargreaves. Les gars, c'est un bel article que je vous recommande de le regarder. Je vais vous mettre même ça en description après. Il parle justement même un peu de qui a été ce gars-là. La saison 2008 là, il est un des joueurs importants de Manchester là. C'est pour ça que Manchester avait gagné la Ligue des Champions. C'était grâce à lui. Mais bon. Je voulais quand même en parler parce qu'il fut un de mes joueurs anglais préférés de cette époque-là. Après, on va souligner qui, moi j'aimerais encore parler de Stanley Matthews. Difficile de ne pas parler de Stanley Matthews. Stanley Matthews est une des premières stars de l'histoire du football. Le premier ballon d'or de l'histoire du football. Qui malheureusement était ballon d'or un peu. C'était un peu un ballon d'or qu'on avait donné un peu pour l'ensemble de sa carrière. Je me rappelle, c'est un ami qui m'avait parlé de ce gars-là. Il s'appelait Hugo, cet ami-là, qui m'avait parlé un peu de Stanley Matthews, un peu, regarder un peu l'histoire de ce gars-là. Et Stanley Matthews, un peu, c'était un fabuleux joueur, hein. Une des nombreuses idoles de Pelé aussi. Parce que Pelé était un incroyable fan de Stanley Matthews. Et c'était déjà tous les trucs que tu vois un peu sur les joueurs modernes de l'époque, hein. La technique, la vista, le truc on va me dire ouais c'est dans un foot où les gens c'est dans un foot où les gens ont joué avec des plombiers ou quelque chose comme ça. Coco, tes plombiers là, moi je ne sais pas, mais moi je suis impressionné de voir quelqu'un qui avait des vistas techniques comme ça.
à une époque où les gars portaient des bottillons qui pesaient comme ça, et avec une balle qui n'était pas assez rapide ou quelque chose comme ça. Et en plus, les terrains n'étaient pas forcément des terrains trucs là-bas. Moi, les joueurs de cette époque-là me battent plus, hein, parce que je dis que c'est beaucoup plus difficile d'être technique à cette époque-là que à l'époque moderne dans laquelle où tout est un peu synthétisé ou quelque chose comme ça. Hein. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de respect pour les gens. Regardez même le terrain. Comment tu arrives à être technique et faire avancer le ballon dans un terrain pareil? Ça monte toute ta vista haute et tout là. Imagine un peu qu'on était à l'ère moderne et que ils auraient tous les équipements qu'ils avaient à l'époque qu'on a aujourd'hui et autres et tout. Ce sera encore pire là. Mathieu, c'était un incroyable joueur. Ça se voit là sur les images là. Et tout. C'est un incroyable joueur anglais. Le premier ballon d'or et tout. C'est difficile de ne pas citer ce gars-là. Et tout. Et c'est aussi une bonne manière aussi à les gars un peu qui s'intéressent un peu à l'histoire du football de parler un peu de ce genre d'individus. Donc Stanley Matthews aussi fait partie des joueurs dont j'ai découvert un peu l'histoire, un peu parmi les joueurs les plus importants de l'histoire du football anglais. Puis je pourrais citer encore qu'il y a j'ai quand même envie de le citer. Hein. C'est encore purement personnel. Hein. Purement personnel, hein. Glenn Hoddle. De ma perspective, avant l'arrivée d'Harry Kane ou de Son, c'était le plus grand joueur de Tottenham. Maintenant, on peut me citer encore d'autres, Ardiles dans les années 70, Tottenham, mais pour moi, le plus grand joueur de l'histoire de Tottenham, avant ces gars-là, c'est Glenn Hoddle. C'est l'élégance, la vision de jeu, le mec, il voit rapidement le jeu, le gars, le jour où j'ai commencé à regarder les trucs, mais ça c'est comme mon père hein, qui m'a expliqué qui était Glenn Hoddle hein, quand il était sélectionneur de l'équipe nationale en 98 et tout. Mon père me disait Glenn Hoddle là c'était un très grand joueur aussi à son époque. Je dis bon, il dit ouais et tout. Comme il n'y avait pas des images après, je ne savais pas tout. Même son passage à Monaco là était aussi intéressant à l'époque où Arsène Wenger était coach de Monaco. Glenn Hoddle, c'est regarder la technique, l'élégance sur le ballon, le truc. C'est un très beau joueur, très beau joueur que j'ai vraiment découvert rétrospectivement. Hein. En regardant les matchs, il y a même cette anecdote là sur Cruyff qui en parlait comme un peu dans un match où à l'époque je crois que Cruyff jouait au Feyenoord. C'était ça, il jouait au Feyenoord, ils avaient joué un match de coupe de l'UEFA contre Tottenham. Et Cruyff avait tellement été impressionné par le mec qui, à la fin du match, il est parti dans le vestiaire de Tottenham et il est parti remettre le maillot de Glenn Hoddle, son maillot à Glenn Hoddle en disant que le mec était un des plus grands joueurs que j'ai jamais vu. Et tout, c'est vous dire un peu qui était le gars là. C'est-à-dire Cruyff, finir match, on parle de Johan Cruyff, un mec qui a un boulard énorme, te voit jouer, se pose. À la fin du match, il décide de entrer dans ton vestiaire pour te donner son maillot. Si vous comprenez pas quel était ce joueur-là, regardez même techniquement ce qu'il faisait là. C'était marrant. C'était un très beau joueur de foot. Quand j'ai découvert qui était Glenn Hoddle, tout comme maintenant, je pense pas que c'est le genre de joueur qui aurait pu exploser un peu dans le football moderne par rapport un peu à le manque d'explosivité qu'il avait et tout, parce que dans le football moderne, ce genre de joueur là, je pense pas que ça aurait pu passer. Mais pour moi, il est un des plus beaux joueurs anglais, un de mes joueurs anglais favoris que j'ai aimé découvrir même rétrospectivement. Toujours dans la même lignée des grands joueurs anglais, on va parler de notre cher ami Gordon Banks. Gordon Banks, jusqu'à aujourd'hui, je pense même c'est un peu le point faible du football anglais. Les Anglais n'ont pas
n'ont plus de grands gardiens. Plus de grands gardiens depuis très très longtemps. Moi, dans ma tête, le dernier grand gardien de l'Angleterre, c'était... comment il s'appelle encore là? C'était David Seaman. Moi, je considère que c'est le dernier grand, immense gardien que les Anglais ont. Et Peter Shilton, et tous ces gars-là. Mais pour moi, le dernier grand gardien anglais, c'est David Seaman. Le reste qui est venu après là, les Robinson, etc., les Calamity James, tous les autres qui sont venus après là, c'est un peu compliqué un peu et tout. Même il y a eu une interlude un peu avec l'ancien gars de Manchester City dont j'oublie le nom là, il va apparaître sur l'écran là qui était truc, mais le gardien anglais c'est plus ouf. Hein. Lui, Gordon Banks un peu qui a fait un peu sa carrière un peu à Stoke City. Il a été beaucoup à Stoke City, à Leicester et autres et tout, qui n'a pas une carrière un peu un club un peu prestigieuse parce que c'est un des grandes légendes un peu de Leicester. Mais Gordon Banks, c'est beaucoup plus l'équipe nationale qu'on le reconnaît. Et surtout aussi ce match contre le Brésil, légendaire un peu. Pelé avait fait une tête sur lui et il avait enlevé ça. C'est pour ça que je dis souvent, les Coupes du Monde te rendent légendaire. En tout cas, à cette époque-là, les Coupes du Monde te rendent très légendaire. Et Gordon Banks, un peu, qui est considéré un peu aussi comme un des plus grands gardiens de tous les temps. C'était truc très fort sur sa ligne, très autoritaire, très truc, un grand champion aussi de l'équipe nationale. C'est pour ça que cette équipe nationale de 66 là, quand tu regardes un peu les éléments qu'il y avait là-bas, tu te dis que c'est quand même des grands joueurs qu'il y avait eu dans cette Coupe du Monde, que l'Angleterre avait eu dans cette Coupe du Monde là. C'était des grands joueurs et Gordon Banks aussi, pour moi, reste encore le gardien anglais, le plus grand gardien anglais de tous les temps. Depuis là, je ne pense pas qu'il y a un gars qui peut mettre David Seaman un peu, hein, qui était, on peut mettre David Seaman, hein, mais depuis là, sur ce poste-là, c'est un poste un peu où l'Angleterre a encore failli énormément. Ils n'ont pas de gardiens, ils n'ont plus de gardiens d'une dimension comme ça. David Seaman, plus gardien comme ça là. Les Gordon Banks, c'est pour moi un peu le plus grand, le plus mythique en tout cas, et tout. Et voilà un peu ce que je peux dire un peu sur lui, un peu il est à citer et à découvrir un peu pour les Genzi qui n'ont jamais entendu parler de ce boy-là. Oui, je pourrais encore parler de qui? Oh là là, moi j'ai envie de citer son nom. Waddle. Ça c'est complètement subjectif. Hein. C'est subjectif. Hein. C'est complètement subjectif. Hein. Complètement subjectif. Légende de Tottenham et des gens de Marseille. Quelqu'un qui fait partie un peu de la grande épopée marseillaise, un peu notamment de la Coupe d'Europe 91. Chris Waddle est un... Si vous jugez un mec comme Chris Waddle sur les stats, sur les trucs, sur je sais pas quoi, les stats, tout ce genre de choses là, perdez votre temps là. Je juge pas Chris Waddle sur les stats, voilà. Chris Waddle, c'était merde, c'était waouh, c'était beau, c'était juste beau à voir jouer, très beau à voir jouer, très beau à voir jouer. En gaucher, qui avait des trucs là, une des idoles de Zidane même hein, d'ailleurs, avec Enzo Francesco. Zidane, il avait un incroyable amour pour Chris Waddle. Il était très élégant dans sa façon de jouer, pas très rapide, hein, toujours truc un peu, je me rappelle un peu à Marseille, il jouait sur le côté droit, c'était ça, un peu hein, le côté de Lamine Yamal là. C'était comme ça un peu qu'il aimait jouer un peu. Et il était trop élégant dans sa façon de jouer. Trop élégant. J'adorais voir Chris Waddle jouer. C'est un des joueurs anglais. Que j'ai le plus aimé voir jouer. Très élégant et autres et tout. Et je pense aussi que pendant très longtemps, l'Angleterre a été très problématique ce joueur-là.
C'est-à-dire l'Angleterre, à l'époque où il jouait à l'Angleterre, surtout l'Angleterre des années 80 qui était un peu kick and rush, pour un joueur aussi fin techniquement, aussi beau truc, c'était très compliqué un peu à son époque un peu. Et là où ça l'a sauvé vraiment, c'est quand il a commencé à venir à Marseille, un peu là où le jeu français était un peu beaucoup plus latin et tout, et qui convenait plus à son football. C'est pour ça qu'à Marseille, il est devenu une légende là-bas. Et mais en Angleterre, il était en équipe nationale, et surtout l'équipe nationale. Pour moi, on parle souvent de la Golden Generation de 2006 là, et des années 2000 là, de trucs, hein. Oui, mais pour moi, celle de l'Angleterre de 1990 là, la Coupe du Monde là, mon Dieu, le milieu de terrain là, c'était quand même quelque chose. On te parle de Chris Waddle, on te parle de John Barnes, on te parle de Gascoigne et on te parle de Glenn Hoddle. Ils avaient des joueurs de fou. L'équipe de 90, ça me fait même mal qu'ils n'aient, bon, ils nous avaient gagné en 90, mais c'est en réalité truc qui gagne aussi la Coupe du Monde, hein, ces gars-là. Oh, c'était une belle équipe, hein, l'équipe de 90 de l'Angleterre, là. Il y avait des grands joueurs. C'était pas bon. Et Chris Waddle faisait partie un peu de truc. Hein. Maintenant, son rapport un peu à l'équipe nationale un peu contrasté. Là où il est vraiment légendaire, c'est à Marseille. Et le Marseille qui a fait des grandes épopées européennes à cette époque-là, c'est grâce aussi à ce gars-là. C'est dommage un peu qu'il n'ait pas gagné une Ligue des Champions avec eux. Puisque quand en 91, ils avaient perdu en finale contre c'était contre l'Étoile Rouge de Belgrade, voilà. Bon, et en 93, il n'était plus là. Et tout, Chris Waddle, c'est un de mes joueurs anglais que j'ai le plus aimé aussi à découvrir et à voir jouer. C'est trop beau à voir jouer. Je dis pas que c'est une légende anglaise complète et autres et tout. Certains vont me dire, oh, comment tu peux mettre, mais c'est juste personnel. Des joueurs anglais qui m'ont marqué et autres et tout. Chris Waddle, il en fait partie. Donc voilà, je voulais en citer aussi. Voilà. On continue encore parmi les joueurs un peu marquants du football anglais. Comment ne pas citer Wayne Rooney? Wayne Rooney est tout ce qui manque à Wayne Rooney. Wayne Rooney, c'est peut-être le joueur que j'aurais pu mettre le plus grand joueur anglais de tous les temps. Il lui a manqué juste un accomplissement avec l'équipe nationale. Tout ce qui manque à Wayne Rooney pour être le plus grand joueur anglais de tous les temps, c'est un accomplissement avec l'équipe nationale. Parce qu'en équipe nationale, mis à part l'Euro 2004, il y a un truc. On connaît ce qu'il a fait avec Manchester, Manchester, il a été le meilleur buteur de l'histoire de Manchester. Devant Bobby Charlton, ça pose le bonhomme un peu. Et tout. Mais je pense aussi que Wayne Rooney est l'un des derniers grands talents de l'histoire du football anglais. Parce que un mec qui est capable de jouer milieu gauche, milieu droit, milieu axial, deuxième attaquant et avant-centre, un gars qui a le fighting spirit anglais, de faire des gros tacles, de faire des gros trucs et autres et tout, mais qui aussi a la technique d'un Brésilien ou quelque chose comme ça, une sorte de mini un peu, parce que son idole c'était ce gars et ça se voit un peu, Paulo Gascoigne un peu, plus éclectique un peu sur le terrain parce qu'il peut jouer tous les postes, il peut même jouer milieu défensif hein, s'il veut, et tout, il peut jouer milieu défensif numéro 10 et tout. Wayne Rooney c'est l'un des plus grands talents anglais qui n'a jamais eu explosé très jeune à l'âge d'Everton. De 16 ans à Everton. Le Coupe d'Europe que était incroyable. Moi, je me rappelle toujours le match la Turquie là, quand il avait 17 ans là, en éliminatoire de l'Euro de 2004, qui m'avait bluffé. J'ai dit mais comment un garçon de 17 ans peut jouer comme ça? Wayne Rooney, tout ce qui lui a manqué c'est pour être le plus grand joueur anglais de tous les temps. C'est un accomplissement avec l'équipe nationale. Un accomplissement, même juste un euro. Un euro, une coupe du monde avec le gars là. Pour moi, je le mettais le plus grand joueur anglais de tous les temps. C'est tout ce qui a manqué à Wayne Rooney. Qui gagnait avec une coupe du monde avec l'Angleterre ou un euro. Il serait pour moi le plus grand joueur anglais. Vous pouvez mettre tout qui vous voulez, mais il n'y a pas eu ça.
Tout maintenant à Manchester. On va me dire, ouais, Manchester, la star, c'était Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai beaucoup envie de dire que Wayne Rooney s'est beaucoup sacrifié pour Ronaldo. Hein. Il s'est beaucoup sacrifié pour Cristiano. Hein. C'est-à-dire le Cristiano qui explose là en 2007 et autres tout. Celui qui faisait les replacements défensifs, les trucs. C'est Wayne Rooney. Hein. Il s'est beaucoup, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour l'équipe par rapport à ses stats personnels. Quand il est même parti, c'est là où vous avez vu les stats personnels de votre tour. Je parle même de la saison 2010 là. La saison 2010 là, où Cristiano est parti au Real là. Wayne Rooney, il est pimpant. Il est pimpant avec Manchester. Il est presque même à 30 buts en championnat. Mais il se blesse en mars. Si je me souviens bien encore. Il se blesse en mars et quand ils arrivent à la Coupe du Monde, il arrive à la Coupe du Monde blessé. L'équipe d'Angleterre, là, de Capello, là, elle n'avait pas de sens. Et tout. Après, il y avait aussi le problème Wayne Rooney, John Terry, etc., etc. On va pas trop le dire. Moi, on est, c'est ça et autres et tout. Hein.